couche d'ozone, c'est pas un besoin pour personne. En fait, c'est un besoin pour tout le monde, mais il n'est pas immédiat. Qui se lève le matin en se disant, bon, la couche d'ozone ce matin, bon, il y a peut-être des granoles dans la salle qui le font. Je veux dire, en général, il y a personne qui va se présenter à l'université en disant, qu'en est-il de la couche d'ozone? À moins que ce soit quelqu'un qui va faire de l'argent avec. Mais en général, les gens disent, moi, je veux un diplôme en communication marketing pour aller chez Cossette. L'université, comme l'université à l'UQAM, qui est en communication marketing. Donc, le problème, c'est que dans une logique de besoin où il y a les besoins de l'économie, il y a les besoins des étudiants qui veulent faire la pièce avec un gros salaire, les besoins des profs qui veulent des gros salaires, les besoins de tout le monde, mais qui pense aux besoins de la culture et les besoins de l'environnement? Ça passe un peu à la trappe parce que c'est, disons, c'est rendu invisible dans la logique de besoin. Donc, dans une logique de besoin, il y a plein de choses qui passent à la trappe parce que c'est des finalités supérieures qui ne peuvent pas être défendues autrement que de manière réfléchie, consciemment, discursivement. Ça passe à la trappe. La société, dans ce cadre-là, qui était un lieu qui devait éduquer les gens à la liberté en les initiant au savoir, devient un lieu dans lequel on soumet l'école et tout le reste de la société, tout le monde, à l'économie. Et donc, l'université devient un appareil d'intégration des sujets à la sphère de l'emploi, à la formation de la main-d'œuvre. Et elle entre donc en rupture complète avec l'idée de la culture seconde. Avant, on pensait que les gens fallait qu'ils sortent de la culture première de la famille pour apprendre la culture de la société, la culture seconde. Maintenant, on escamote complètement ce moment-là. Et Freitag va jusqu'à dire que l'université devient un instrument de suicide des sociétés dans ce cas. Parce que non seulement elle ne sert plus à transmettre la culture et la connaissance, elle sert d'arme entre les mains de ceux et celles qui s'en mettent plein les poches sur le cadavre de la société et de l'écologie. Alors, l'étudiant, dans ce cadre-là, c'est plus celui qui accède à une culture commune, mais c'est un porteur de besoins à satisfaire, une sorte de client intermédiaire, parce que le vrai client, c'est l'entreprise qui va l'embaucher au bout. Il se présente à la porte de l'université en demandant d'être formé dans son capital humain, ce qu'on investisse dans lui. Dans ce cadre-là, il faut situer toutes les hausses de frais de scolarité que les dominants appellent de tous leurs vœux, mais aussi l'intégration de ce qu'on appelle les RPR, les programmes de remboursement proportionnel aux revenus, véritables hypothèques prélevées sur la vie des gens sur 25 ans, comme en Angleterre. Vous irez voir sur le site de l'IRIS, on a une recherche déjà publiée là-dessus. Et on institue dans l'université des rapports de concurrence et de stratégie entre les personnes, et aussi des syndicats étudiants de défense de clientèle qui sont opposés au vrai mouvement étudiant, qui lui est occupé par la société globale, se préoccupe des questions politiques. Ces assos étudiantes-là sont juste là pour défendre les clients, s'assurer que le prix ne monte pas trop haut, puis dépolitiser la lutte étudiante. Je ne les nommerai pas, mais vous savez de qui je parle. Et donc, les étudiants, au bout, comme dit Gilles Gagné, deviennent des nomades qui glanent des crédits à gauche et à droite pour finir dans un créneau d'emploi, je le cite, sans avoir jamais fait l'expérience d'une communauté de destin et de projets qui auraient été réunis par une formation. Alors, ils vont à l'école, mais sans jamais faire partie de quoi que ce soit d'autre que juste leur petite personne, et ne participent pas, ni au niveau institutionnel, ni au niveau sociétal, d'une culture collective. C'est pas pour les blâmer que je dis ça, c'est parce que c'est une grave dépossession, c'est une grande perte qu'on fait subir aux gens. Les profs. Qu'arrive-t-il des profs? L'emphase est mise sur la recherche et non sur l'enseignement. Je suis chargé de cours à 60%. Certaines universités du Québec, qui actuellement sont en grève à l'UDM. Vous avez peut-être lu dans le Devoir la séduisante lettre de Mélodie Bouchard de l'Université de Montréal hier, qui se plaignait. Vous allez voir ça, c'est savoureux. Moi, j'ai 100% en médecine et je souffre parce que les méchants chargés de cours m'empêchent d'accéder à mon prototype d'une personne complètement désolidarisée et ingrate. Les profs donc sont réduits au statut de fournisseurs de contenu à qui on demande des plans de cours par objectif ou par compétence ou habileté et non pas d'exposer rationnellement la structure d'une matière, d'un champ ou d'une démarche, conformément à une logique qui est celle de la tâche qu'attendent les étudiants et étudiantes sur le marché du travail. Les profs deviennent souvent des mini-PME de la subvention de recherche qui rentrent par le CRSH et on paye les étudiants en échange de leur obliger à faire un projet de maîtrise qu'ils n'ont pas choisi parce que si le sujet est imposé par le prof, il dit ben, travaille sur telle sous-section de mon projet de recherche, je vais te payer. Et donc, les syndicats, bien sûr, des profs commencent à devenir corporatifs, souvent, disons, qu'ils le fassent à contre-cœur ou qu'ils le fassent gaiement, c'est pas important. Tous les syndicats de profs demandent des plus hauts salaires. Sinon, soi-disant, on va perdre nos meilleurs éléments, ils vont s'en aller ailleurs. C'est l'argument des CEO, des PDG partout. Pour les recteurs, c'est encore pire. Il faut payer tout le monde super cher, sinon ils vont s'en aller ailleurs. Pour les retenir. Donc, c'est comme les juges. Si tu ne payes pas un juge assez cher, il va être achetable. Bon, ben, c'est la même chose. Si on ne paye pas les profs assez cher, ils vont être achetés par l'autre université qui compétitionne à côté. Bon, la vocation, il prend pour son rhume.
Et tout le monde, même les profs de gauche, écrivent dans les journaux l'argument, ils disent « Ah, on fait ça par stratégie, on n'est pas d'accord, on écrit pas, c'est une stratégie de communication. » Il faut être concurrentiel dans nos conditions de travail. Résultat, à Ottawa, le plafond salarial des profs est 150 000 $. Il y a des vice-doyens qui sont payés de 350 000 $. Heather Monroe Blum, la rectrice de l'Université McGill, est payée avec tous ses avantages à peu près 600 000 $. C'est 3 fois plus que Jean Charest. On est dans une véritable logique de CEO, de PDG, dans laquelle ces gens-là sont payés des sommes faramineuses pour prendre nos universités, les sacrer à terre, au bénéfice des industries qui gravitent autour et qui siègent eux-mêmes sur différents conseils d'administration, comme Monroe Blum, qui siège sur le groupe Page Jaune avec Paul Gobeil, de Métro, qui siège sur la Banque nationale. Et on peut faire des réseaux. Amusez-vous, allez sur n'importe quel site d'université, faites conseil d'administration, prenez un nom, puis remontez comme le saumon qui remonte la rivière. Vous avez des belles surprises dans ce cas-là. Le rapport maître-élève en prend pour son rhume aussi, dans la mesure où c'est remplacé par un espèce de teamwork, de gestion de projet et de coordination en plein de services éclatés. Gagné en parle dans les écoles secondaires. L'étudiant s'est rendu un s'apprenant. Il s'auto-apprend à lui-même. Et le prof est là en arrière comme un coach. Vas-y, à ton rythme, t'es capable. Puis là, il y a le psychoéducateur, puis à côté, il y a le surveillant d'élèves, puis l'infirmière, puis le comité de parents qui, avec le rapport de l'actualité entre les mains, surveille le classement de l'école. Et là, ça devient une logique de gestion de la carrière de l'enfant. Un peu le phénomène du père qui joue au hockey, puis qui dit « Vas-y, tue-les, les estrades !» pour réaliser son rêve de joueur de hockey, mais projeté à l'école de manière complètement mauvaise. Qu'est-ce qui arrive à l'institution dans ce cadre-là? Bon, comme le dirait Freytag, ça devient une organisation. Une organisation qui se décompose et se réorganise en un réseau d'organisation et de capacités opératoires de mobilisation de ressources. Les directions locales des universités deviennent de plus en plus autonomes, mais paradoxalement sont de plus en plus enchaînées à des contraintes de marché immédiates. Et donc, elles doivent s'engager dans des plans de redressement, des opérations d'auditing et de mesure, en engageant PricewaterhouseCoopers comme à l'UQAM, des compagnies qui chargent pendant 10 ans des millions de dollars pour dire à l'université vous n'êtes pas encore assez privé. Vous n'avez pu me donner 5 piastres, je vous l'aurais dit, c'est ce qu'il aurait dit. Mais ils payent des millions de dollars pour se faire dire vous n'êtes pas assez privé. Puis deuxièmement, continuez à nous donner de l'argent parce que vous avez besoin de nous pour continuer à vous le dire. Donc, ça va assez bien. Hein? Et en plus, les universités vont se lancer, comme l'Université Concordia, 250 millions d'émissions ce qu'on appelle des bonds, des bons, comme des obligations, comme l'UQAM, financement de gros projets immobiliers, une logique de centre d'achat ou même de resort à la Club Med, c'est-à-dire pour attirer de plus en plus d'étudiants internationaux. On met des palmiers, puis on dit venez ici, votre expérience étudiante va être maximisée. Alors, les directions locales sont de plus en plus autonomes, sauf qu'il n'y a jamais eu autant de contraintes sur elles de la part de l'environnement économique immédiat qui les attend juste à la porte. Vous voyez? Donc, il y a moins de contraintes de l'État, mais beaucoup plus de. On parle d'autonomie, mais c'est une fausse autonomie parce qu'à côté, il y a les goons à la porte. Les sciences d'éducation, dans ce cadre-là, bien sûr, continuent à avoir le monopole de la certification des maîtres, ce qui est un peu un problème, parce qu'avant, on pensait que la personne qui enseignait quelque chose, c'est quelqu'un qui connaissait sa matière, alors qu'aujourd'hui, on pense que c'est quelqu'un qui connaît la gestion de classe. Vous voyez les excellents textes de Jean Larose là-dedans ici. Mais en plus, elle propage ces nouvelles technologies de l'enseignement, les technologies d'audiovisuel, d'enseignement par ordinateur, gestion de classe, dont le but est de produire un changement mesurable chez l'étudiant et étudiante, sans trop nous dire exactement comment on mesure que quelqu'un connaît Platon. Mais bon, il doit avoir un platinomètre quelque part que je ne connais pas. Et le but étant une évaluation opérationnelle de la connaissance opérationnelle de l'étudiant. Donc, il faut mesurer comment l'étudiant est opérationnel pour pouvoir le souligner après ça dans une opération, dans la société opérationnelle, dans le marché. J'ai appris, quand je faisais ma maîtrise en sciences politiques, on était très aidés par les banques, nous, les diplômés de Sciences Po, parce qu'on est bon pour faire de l'analyse multivariate. On peut faire deux choses en même temps, parce que apparemment les gens des banques savent moins faire. Donc, voilà. J'en ai parlé tantôt, les comités de parents et aussi les membres externes du milieu socio-économique, ça c'est-à-dire les autour du milieu des affaires qui siègent sur les conseils d'administration des universités, sont là, eux, pour assurer que l'école est branchée sur les besoins des clients et de la société. Pousse là-dessus. Et on ouvre l'école aux forces du milieu. Donc l'école n'est plus à distance de la société. Avant, le recteur, ça dit rector, celui qui garde la chose droite, qui défend l'université contre les invasions extérieures des Sarrasins qui attaquent. C'est ça, l'université médiévale. C'est vraiment des murs, là.